Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous accueillir. C'est vrai que la thématique d'aujourd'hui est intéressante en ce sens qu'elle n'aurait peut-être pas été posée il y a 10 ans. Donc elle a un côté novateur et votre intérêt par votre présence est bien concret devant nous. Alors, besoin des jeunes, attente des dirigeants, besoin des jeunes, mais est-ce que quand on est jeune, on est en capacité d'identifier clairement ses besoins? C'est pas évident à partir du moment où on n'a pas intégré le marché du travail. Donc l'école est un lieu d'assimilation de connaissances théoriques, ça a été dit, mais en réalité, le jeune, quand il va intégrer le marché de l'emploi, eh bien, il faudrait qu'il puisse identifier ses véritables besoins, ses points forts d'un point de vue pratique, d'un point de vue organisationnel, relationnel, matériel. Parce que ce qui est ressorti, c'est que maintenant, finalement, l'entreprise est devenue un véritable lieu d'apprentissage et de formation, parfois en lieu et place de l'école. Parce qu'il y a une inadéquation parfois de la formation dispensée de manière très théorique par rapport aux véritables besoins de l'entreprise. Donc il y a l'idée d'un travail qui évolue en fonction aussi des centres d'intérêt. Moi j'ai entendu, et c'est vrai qu'on va essayer de faire ressortir les idées forces, d'une envie de flexibilité en fonction de sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, le travail va être choisi en fonction de ses centres d'intérêt, ce qui donne la possibilité d'avoir en réalité plusieurs métiers dans sa vie et ne pas occuper un seul et même métier, comme ça a été dit pendant toute une vie. C'est-à-dire qu'il y avait presque une transmission intergénérationnelle de l'emploi dans certaines entreprises. Il y a le souhait que le travail soit davantage un choix, un lieu d'apprentissage et donc un moyen et non pas une fin en soi. Et ça a été dit lors du débat, c'est-à-dire que le travail n'est plus l'identification, n'est plus la définition prioritaire de l'individu. C'est-à-dire qu'il n'est plus défini prioritairement par son travail. Et les jeunes, c'est clair, nous font savoir qu'ils ne veulent pas d'aliénation par le travail. Mais c'est également la question de la flexibilité dans le poste de travail. C'est-à-dire que ce poste de travail, il va évoluer dans l'emploi occupé, mais il va également évoluer dans les conditions de travail. Et c'est là qu'on va retrouver des propositions de télétravail. Et la Covid a été un facteur d'accélération incroyable. C'est-à-dire que là où il y avait des freins, des réticences, eh bien maintenant, le gué est franchi et il serait bien difficile de revenir en arrière. Et d'ailleurs, ça a été dit, à un moment donné, ça devient un élément de contractualisation du contrat de travail. Mais c'est également la semaine de 4 jours. Donc, la semaine de 4 jours, c'est-à-dire faire tenir en 4 jours la charge de travail de 5 jours, ce qui va interroger l'épuisement professionnel aussi par certains aspects, puisque là, on va devoir mobiliser en très peu de temps une productivité extrêmement importante. Et puis, on voit bien aussi que les jeunes souhaitent que cette multiplicité d'emplois eh bien, ne soit pas appréhendée comme un élément négatif. Rappelez-vous, il y a seulement 20-30 ans, on disait « Oh là là, celui-là, il a un CV, il n'a pas arrêté de faire plein d'entreprises, il est instable professionnellement, ça doit vraiment pas être... ça doit être un maillon faible. » Alors que non, actuellement, il va falloir, je dirais, chausser d'autres lunettes et considérer au contraire que c'est une capacité d'adaptation et ça rejoint toujours l'idée qu'on ne fait plus sa vie professionnelle dans le même établissement et que c'est un facteur au contraire traduisant une véritable aptitude à l'adaptation. Et puis on l'a vu aussi, c'est la notion d'engagement qui a changé en incorporant un facteur tant de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des jeunes qui nous disent si, moi je suis engagé, je suis véritablement engagé, mais en réalité, j'ai envie de faire disruption. C'est-à-dire que je ne m'interdis pas d'interrompre le contrat de travail dès lors que je ne suis plus en adéquation avec mes valeurs. Parce que là aussi, la notion de valeur, d'éthique, on l'a vu, fait véritablement émergence. L'écologie devient maintenant une donnée assez incontournable, de plus en plus présente, avec la notion de développement durable, de commerce équitable, d'empreinte carbone, respect des êtres vivants, sans exploitation de l'humain et des animaux, etc.
Et puis on a également l'émergence de personnes qui n'ont pas de projet de famille, pas de projet d'enfant. Et on verra finalement que cette donnée-là n'est pas neutre non plus. Parce que le facteur d'incertitude, il n'est plus du tout géré de la même manière par les jeunes que par les générations précédentes. Et il y a également l'envie d'une réciprocité dans la relation de travail. C'est-à-dire que la main-d'œuvre, le salarié va arriver effectivement avec sa capacité, ses compétences, mais il ne va pas vouloir une simple reconnaissance de sa force de travail, il va vouloir aussi la reconnaissance de son utilité, ce qui là est une notion un petit peu différente. Donc la notion de reconnaissance de l'utilité, elle est importante. Pourquoi? On l'a vu avec, là encore, la Covid. Rappelez-vous la notion des travailleurs de première ligne. Et là, effectivement, c'est cette notion d'utilité qui a été interrogée de manière particulièrement forte. Et là aussi, c'est un rappel, mais l'importance de la communication. Les jeunes veulent une communication fluide, pouvoir traduire leurs besoins, leurs souhaits d'évolution au sein de l'entreprise de manière directe, transparente et avec des dirigeants à l'écoute. Et il a été même fait allusion de manière très pertinente à la communication non violente, c'est-à-dire pouvoir être écouté dans ses besoins et ne pas se voir opposer nécessairement une fin de non-recevoir de manière brutale. Et puis de l'autre côté, eh bien, nous avons effectivement les attentes des dirigeants, parce que, comme cela a été dit, les dirigeants, eh bien, ils sont des êtres humains. J'ai bien aimé d'ailleurs comment effectivement on rebondissait sur ce point, parce qu'on leur demande d'être omniscients quand même, d'être à l'écoute de tout le monde, mais qui est à l'écoute du dirigeant, hein? Donc là aussi, à un moment donné, on n'est pas Superman, hein. Donc les dirigeants ont été soumis à un changement radical, parce que le rapport de force, effectivement, dans le marché du travail s'est inversé. Et on a d'un côté des dirigeants qui ont la peur, la crainte du mercenaire, c'est-à-dire la personne qui est là uniquement pour un effet d'aubaine individuelle, mais qui en réalité ne veut intégrer aucun collectif. Et de ce point de vue-là, le réseau de recrutement des dirigeants a dû nécessairement évoluer, et la nécessité d'alléger les procédures parfois a peut-être conduit à un mauvais ciblage de la main-d'œuvre que l'on voulait en réalité recruter. Et puis, ça a été dit à plusieurs reprises, la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre va faire peut-être aussi qu'on va pas recruter nécessairement les personnes qu'on souhaitait à la base. Et donc, cette pénurie de main-d'œuvre risque d'ailleurs de s'intensifier si jamais il y a une relocalisation des emplois industriels en France pour assurer une autonomie plus complète. Les attentes des dirigeants se localisent également sur le souhait de fidéliser une main-d'œuvre qualifiée. On a toute la main-d'œuvre du tech, on a parlé un petit peu de la montée de l'intelligence artificielle avec de nouvelles compétences qu'il faut pouvoir maintenir. Et cela vient se confronter directement avec la génération des 80% de bacheliers et une formation plus particulière en direction du tertiaire. Et on a également, eh bien, la volatilité de la main-d'œuvre, de moins en moins soumise à des contraintes de sédentarité. Et c'est là qu'on retrouve le fait que pas de projet de famille, pas d'enfants, pas nécessairement d'achat d'une maison, avec la nécessité de rembourser un crédit, avec la nécessité, eh bien, de scolariser les enfants au même endroit. En réalité, tout ça se traduit par une mobilité beaucoup plus grande. Il y a aussi l'attente, on l'a entendu, d'une main-d'œuvre ayant plus d'autonomie pour éviter les tâches répétitives avec un effet usant au plan psychologique. Et puis en fait, cette autonomie est aussi un moyen de valoriser le travail proposé et d'attirer une main-d'œuvre plus qualifiée pouvant apporter une vraie plus-value à l'entreprise. Et le dirigeant est également ouvert à la flexibilité, mais tout dépend effectivement du contenu qu'on met dans la flexibilité. Chacun ne met pas la même chose dans cette notion de flexibilité. Le dirigeant, lui, il y sera sensible à cette flexibilité pour s'adapter à un carnet de commandes, s'adapter à une demande, car les besoins en quantité et en qualification de la main-d'œuvre changent en fonction de la conjoncture. Et ça s'est traduit, d'ailleurs, Karine nous l'a dit,
moi je suis attentive aussi au fait que j'ai 6 mois de commande en avance. Donc il y a aussi cette contrainte en arrière-plan que le dirigeant effectivement a. Et puis en filigrane, il y a aussi le souhait que l'entreprise reste un terrain d'expérience professionnelle et non un terrain de découverte de soi et des besoins personnels des salariés. Parce qu'il y a quand même une crainte aussi pour les dirigeants que l'entreprise soit finalement un peu un fourre-tout. C'est-à-dire qu'en réalité, ça devient un terrain de découverte de la personne, de ses véritables besoins. Alors c'est vrai, mais il faut quand même que cet individualisme puisse rencontrer un collectif. Et donc les dirigeants sont malgré tout obligés de prendre en considération ces nouveaux paramètres, mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin, puisque là on met en danger le collectif. Nous l'avons vu, nécessité aussi pour les dirigeants de ne pas appréhender les expériences professionnelles multiples et variées comme une instabilité professionnelle, parce qu'en arrière-plan, ils ont quand même la nécessité du retour sur investissement. Là aussi, on l'a entendu, c'est-à-dire qu'on va former quelqu'un pendant presque 2 ans, ce serait bien quand même qu'il reste dans l'entreprise au moins 5 ans. Et l'importance de la communication. L'importance de la communication, là aussi, elle a un autre versant du point de vue des dirigeants, c'est l'importance de la communication pour transmettre les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, ses attentes. Et là, il faut un discours de vérité. On a entendu discours de vérité, on a même entendu le terme honnête, un discours honnête. C'est-à-dire que il va falloir aussi que le dirigeant puisse s'adresser à son salarié sans craindre des susceptibilités disproportionnées débouchant sur une obstruction à bas bruit ou encore des arrêts de travail. Je dirais donc que les valeurs annoncées par l'entreprise, elles doivent être à la hauteur de ce qu'elles sont affichées. C'est-à-dire qu'il va falloir véritablement que l'entreprise incarne ces valeurs et ne soit pas dans des postures opportunistes. C'est un peu le greenwashing. On repeint tout en vert, mais en réalité, on s'affranchit énormément de ces valeurs. L'effet boomerang sera terrible. On sait très bien que les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences absolument négatives si le retour n'est pas conforme à l'affichage. Il y a aussi l'idée que l'individu, s'il a des besoins personnels qui doivent être pris en compte, ne peut pas dépasser à lui seul la notion de collectif, c'est-à-dire l'œuvre collective, le ce pourquoi on est ensemble et le ce pourquoi on travaille. C'est-à-dire qu'il faut faire sens au plan collectif et il faut assurer une communication optimale. Mais est-ce que la semaine de 4 jours, est-ce que le télétravail, s'il est massif, permet encore cette notion de collectif? C'est tout ça qui est interrogé. On l'a vu, le CDI n'est plus le Graal. C'est un contrat qui n'est plus forcément recherché comme modèle absolu, faute de flexibilité. Il serait peut-être intéressant et nécessaire de repenser le contenu du contrat de travail autour de la notion d'engagement, en précisant ses contours pour chacun, parce que tant le dirigeant que le salarié ne met peut-être pas la même chose dans la notion d'engagement. Donc la durée, le contenu, le respect du collectif et peut-être penser à un contrat de travail évolutif au cours de la carrière. On l'a vu, le diplôme n'est plus la valeur clé. Il y a un autre mode d'acquisition des compétences par l'expérience, par les changements d'emploi et les savoir-faire acquis à ces occasions. Et il va falloir aussi qu'il y ait une reconnaissance claire de cette plus-value. Et si l'entreprise joue le rôle de l'école dans l'apprentissage des connaissances techniques, il est nécessaire et impératif, je dirais, de développer le tutorat. Le tutorat en recourant donc à la main-d'œuvre plus âgée, pouvant transmettre un savoir-faire. Or, le recul de l'âge de la retraite à 64 ans est sans doute un élément en ce sens, mais la France, on l'a vu avec l'intervention de Sylvie Chauvet, n'est pas bien placée dans le taux d'emploi de ces seniors. Enfin, et je terminerai là, il faut faire attention à la flexibilité. C'est une belle notion, elle est appelée des vœux tant des jeunes que des dirigeants, mais nous l'avons vu, elle est aussi source de surcharge mentale, parce que facteur de suradaptation et donc de burn-out.
Ne l'oublions pas, l'absentéisme ne cesse de croître et la plus grande partie des arrêts de travail longs portent sur des problématiques de santé mentale. Donc le meilleur remède, c'est encore la prévention. La prévention et effectivement ne pas ignorer que les conditions de travail actuelles sont quand même source de souffrance s'il n'y a pas d'anticipation. J'en ai fini. Je voudrais quand même, et c'est l'occasion pour moi de clôturer ces travaux, remercier évidemment nos intervenants de grande qualité qui ont eu un débat animé, engagé et montrant l'ensemble des points de vue. Évidemment, remercier les participants. Votre présence ici montre l'intérêt que vous montrez à ces questions d'actualité et tout à fait sensibles. Et puis, évidemment, mon dernier mot sera pour les bénévoles de l'association qui sont toujours présents et tels des fourmis invisibles avec une présence discrète et efficace, eh bien, sont le fer de lance de l'association qui vous a été présenté de manière tout à fait, je dirais, totale dans tous ses aspects. Et je vous remercie encore de votre présence.